Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que va faire l'islam, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. 3 fusillades, d'après les premières informations dont nous disposons. D'abord rue de Charonne, rue Bichat et autour d'une salle de spectacle, voire dans la salle de spectacle. Les informations sont encore assez floues au Bataclan. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. J'attends une dispute, mais une dispute énorme, et je me penche par la fenêtre. Je vois les 2 frères qui sont là, qui se bagarrent entre eux. Pourquoi? La seule chose que j'ai compris, c'est moi j'irai pas si j'ai pas l'argent. Et l'autre il lui dit non, tu vas y aller. Il lui dit moi si j'ai pas de pognon, je bouge pas. Sans pognon, j'y vais pas. Et ça s'est passé jeudi soir. Onze mois après l'opération sous faux drapeau de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015, la vague d'attentats qui s'est abattue sur Paris pose toujours et encore quelques interrogations, mais au final, l'implication insidieuse d'Israël ne fera aucun doute comme les précédentes fois. Vu que les attentats du 11 septembre 2001 sont considérés jusqu'à aujourd'hui les plus violents de tous les temps, ceux du 13 novembre 2015 le sont sur le plan national de l'Hexagone, voire même considérés comme un 11 septembre à la française, et qui aura fait plus de 130 morts. Une nouvelle fois, nous allons énumérer ici quelques faits qui nous feront dire que la thèse officielle de ces attentats de Paris ne tiendra pas la route, et il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas voir la supercherie de ces attentats.
Déjà pour commencer, une chose simple qu'aucun média n'avait osé relever, l'État français avait remis les frontières le jour des attentats, déployant ainsi 30 000 policiers, lesquels ont été mobilisés pour cette opération de contrôle aux frontières, devant durer un mois dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat, la COP 21. Après les attentats le même jour, cette fermeture des frontières se trouve donc prolongée avec l'état d'urgence décrété. Le jour même des attentats, le 13 novembre 2015, il fut présenté le matin même, le nouveau plan armes du gouvernement visant à renforcer le contrôle des armes et des identités aux frontières sur le territoire national et européen. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, tiendra un discours pour présenter ce nouveau plan armes à Nanterre, quelques heures avant les attentats. Ces nouvelles mesures étaient critiquées, car jugées trop fascisantes, mais avec les attentats du même jour, celles-ci seront ou pouvaient bien par la suite être votées comme une lettre à la poste. La veille des attentats, le 12 novembre, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, rattaché au ministère de l'Intérieur, publiait justement un rapport selon lequel le terrorisme était devenu la seconde préoccupation des Français après le chômage. Et pour finir, un exercice simulant des attentats a été conduit le matin même de l'attaque par les services d'urgence hospitaliers, sous le contrôle des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Depuis le mois de janvier, nous avons repensé les plans de secours. Pour vous dire, vendredi matin, l'assistance publique hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. Le hasard a fait, pour vous dire, c'est que le matin, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice sur des attentats multisites. Donc on était préparés. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire que les professionnels, pas seulement les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens, nous avons tous réfléchi et analysé de savoir comment est-ce qu'on pouvait le mieux se préparer à ce type de guerre, à ce type d'attentat. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez une mobilisation des forces de police, des pompiers, des SAMU, des associatifs qui sont venus et on a essayé de sauver le plus de monde possible. Et c'est vrai que les lésions sont des lésions de guerre. C'est vrai que nous avons fait ce qu'on appelle le damage control immédiatement dès l'arrivée des premiers médecins de manière à quantifier les besoins et à orienter le plus vite possible l'ensemble des blessés pour leur rendre le service et essayer de les ressusciter. Une coïncidence que l'on avait déjà relevée lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, de ceux du 11 mars 2004 à Madrid, ou encore de ceux du 7 juillet 2005 à Londres. Ainsi, quand on fait déjà un premier scan des événements, c'est-à-dire juste une petite analyse globale, on se rend compte à quel point la thèse officielle des attentats vole un éclat, cédant sous la pression simple et logique des faits. Les faits sont accablants, et tout cela démontre que les attentats de Paris ont bien été planifiés par des hauts services. Mais ceci n'est qu'un fil conducteur qui résume la situation, car il y aura encore plus fort. Première attaque a eu lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France, où se jouait un match amical de football France-Allemagne, auquel assistait le président Hollande.
le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade, 3 terroristes se font exploser dans ce qui constitue les tout premiers attentats suicides en France. C'était une rencontre attendue. 21h, près de 80 000 personnes sont rassemblées dans le Stade de France. Un quart d'heure après le coup d'envoi, une déflagration retentit. Au sol, un bras sectionné, sans doute celui du terroriste qui vient d'activer sa ceinture d'explosifs. Pour la première fois en France, un kamikaze est passé à l'action. Et une troisième à la mi-temps. 3 kamikazes viennent de se faire exploser aux abords immédiats du stade. Une 4e personne est tuée. À l'extérieur, dans un mouvement de panique, les témoins s'enfuient en courant. Courez! Barrez-vous! Il y a des attentats! Le président de la République est évacué à la mi-temps, mais le match, lui, n'est pas interrompu pour éviter la panique. Au coup de sifflet final, les spectateurs sortent, souvent au téléphone, parfois hagards. Un périmètre de sécurité est mis en place. Beaucoup sont retenus aux abords du stade. Il faut plusieurs minutes aux autorités pour réaliser la gravité de la situation. François Hollande, présent dans les tribunes avec plusieurs ministres, n'est évacué qu'à la mi-temps du match. À l'intérieur du stade, une partie des spectateurs reste confinée sur la pelouse. Des consignes de sécurité sont annoncées par les haut-parleurs. Beaucoup réalisent tout juste ce qui vient de se produire. On a entendu 2 explosions, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et apparemment, j'ai eu des infos depuis la fin du match. Voilà, mais on était complètement dans le match, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. À l'extérieur du stade, des centaines de policiers quadrillent le quartier. Ce sont en fait 3 explosions qui viennent de se produire. Les secours se précipitent sur les lieux. L'explosion était vraiment, on a vraiment entendu, ça a tremblé sur l'estrade, ça a vraiment tremblé. On était juste là. Directement, boum, ça a explosé devant moi. Donc voilà, ça c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Sinon ma tête, ça partait en éclat, quoi. La première détonation, donc on a cru que c'était un mortier, enfin un pétard, quoi. Donc comme tout supporter, on a crié de joie, on pensait pas que c'était des grenades. Et la deuxième, en fait, était juste derrière nous. On a même senti les vibrations au niveau des sièges. Mais hélas, et encore une fois, si on se permet de prouver que rien ne tient la route, rappelons ici la chronologie des faits. À 21h20 au niveau de la porte D, le premier djihadiste actionne le détonateur de sa ceinture explosive remplie de TATP, un explosif artisanal et de boulons. Un passant, proche de lui, est tué sur le coup. À 21h30, nouvelle détonation. Seule victime, le djihadiste, dont le corps coupé en 2 gît sur le bitume. La vitrine du restaurant voisin est à peine fendue. Et enfin, à 22h, dans une rue voisine, une dernière explosion ne tuera que le porteur de la ceinture piégée dans l'entrée d'une impasse, comme s'il s'était isolé avant d'appuyer sur le bouton mortel. Pourquoi se sont-ils fait sauter à ces endroits-là? Tout le monde s'interroge. Personne ne comprend. Enquêteurs et experts tentent de savoir pourquoi, alors qu'ils auraient pu provoquer un carnage et une panique mortelle, les 3 kamikazes du Stade de France se sont fait sauter le soir du 13 novembre dans des lieux isolés, ne tuant qu'une personne, et encore probablement par accident, là où ils auraient pu faire beaucoup plus de victimes. À la fin de la rencontre, s'ils avaient attendu le coup de sifflet final, quand des milliers de personnes se pressent vers le métro, ils auraient là aussi fait de terribles dégâts, d'autant que Paris aurait déjà été sous le coup des attaques contre les restaurants et le Bataclan. Pour preuve, au vu d'une déclaration d'une source policière, 2 jours plus tard l'AFP, sous le sceau de l'anonymat. C'est incompréhensible. Il est miraculeux qu'il y ait eu si peu de victimes. Concrètement, ce qu'ils ont fait, à part se suicider, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas la bonne heure. Si vous voulez faire un carnage, vous faites ça au moment de l'entrée ou de la sortie des spectateurs, ajoute le même policier. Autant ce qui s'est passé dans Paris intramuros a du sens, autant là, ce sont juste 10 mecs qui se sont suicidés.
D'après certaines sources officielles, il suffit de lire ceci. Si les terroristes avaient été de vrais kamikazes, ils auraient fait de nombreux morts. Car ils se seraient fait exploser au bon moment et avec bien plus d'explosifs. De plus, quand un kamikaze veut faire un gros coup, il n'utilise jamais une ceinture mais un gilet d'explosifs, bien plus puissant. Au vu de ces incohérences évidentes, la question se pose. Se sont-ils vraiment fait exploser ? On va maintenant tenter de résoudre en direct l'énigme. Prenons une première hypothèse, celle où les djihadistes porteraient une oreillette pour recevoir des consignes sans savoir la suite du plan. Le premier djihadiste se surprend lui-même à exploser, c'est pourquoi il y aura un mort. Car ce n'est pas lui qui déclenche le minuteur. Ce qui signifie qu'il s'agit forcément d'un groupe agissant à distance qui aurait fait le coup, et ces derniers ne pouvaient pas savoir qu'au moment même où ils actionneraient le minuteur, le djihadiste frôlait une personne. 10 minutes après, pour éviter un autre mort accidentel, ils arrivent à isoler l'autre djihadiste en le guidant, lequel, comme les deux autres, devait porter une oreillette, et ils le font sauter. Et 30 minutes après, ils ont dû trouver un vice, raconter n'importe quoi, une histoire à dormir debout au troisième et dernier djihadiste, afin que celui-ci s'isole dans une impasse, seul, pour qu'il le fasse sauter à son tour sans faire de victime. Mais voilà, étant donné que les corps des djihadistes n'ont pas été retrouvés en 1000 morceaux, d'où des corps assez exploitables, on n'a néanmoins retrouvé aucune oreillette près des cadavres. En lieu et place de cela, on retrouve quelque chose d'étrange, mais qui va rappeler des souvenirs. Un passeport syrien, déchiqueté aux abords du Stade de France, devant la porte D, près du corps de l'un des auteurs des attentats de Paris. Bien entendu, beaucoup de gens vont se référer au passeport magique du 11 septembre 2001, ou bien la carte d'identité magique de l'un des frères Kouachi retrouvé dans l'affaire Charlie Hebdo, mais en réalité, ce mystérieux passeport n'est pas si magique que ça, car il s'avère être un faux. Cela impliquerait quoi ? Déjà se poser la question suivante, si le kamikaze aurait réussi à se procurer ce passeport, soit dans un pays de départ avant de rejoindre l'Europe, soit dans un pays européen où serait arrivé le véritable propriétaire du passeport, et que la vente de faux papiers est courante en Syrie, pourquoi avoir ce faux passeport sur soi si on est censé aller se faire sauter en tant que kamikaze ? Serait-ce un indice qui démontrerait que ce djihadiste n'avait aucune intention de se faire sauter, sauf au cas où il se ferait coincer par les autorités françaises pour ne pas être pris vivant, et que, une fois sa mission accomplie, il ne devait pas moisir dans le coin et quitter le pays au plus vite. Il croyait exécuter une mission dont on ignore, et il devait survivre. En clair, ce groupe de personnes encore non identifiées avait pour but de les faire sauter sans causer de victimes,
Voilà pourquoi personne ne comprend leurs actes. Ce qui prouve de manière certaine qu'ils étaient manipulés dès le début, c'est déjà le fait qu'ils aient explosé de façon isolée, sans faire de mal à personne, et que leur ceinture d'explosifs était de qualité très faible. Nous avons 3 apprentis kamikazes sans cervelle munis de ceintures d'explosifs moyens, faites pour tuer 1 ou 2 pigeons, munis de GPS et d'un micro-explosif incrusté dans leur ceinture d'explosifs qu'on promène, bref, 3 marionnettes que l'on fait exploser bien tranquillement, et que l'on peut aisément faire porter le chapeau à titre posthume, ainsi que le dénommé Bouraïm Abdeslam, mort dans les mêmes conditions au comptoir Voltaire. Son cas sera évoqué plus tard, mais en attendant, on ne sait pas encore de quelle manière les djihadistes du Stade de France se sont arrangés pour se retrouver isolés à des points précis. Faisant naître une peur terroriste en faisant qu'un seul mort au Stade de France, et vu que personne n'avait relevé l'incohérence de cet acte en question, c'est parce que les morts du Bataclan aveuglaient tout le monde depuis le début. Un 3e groupe de terroristes serait arrivé au théâtre du Bataclan pour y abattre des personnes à l'extérieur du bâtiment, pénétrer à l'intérieur, afin de commencer un massacre, à tirer sur les spectateurs par rafale. Le groupe d'assaillants serait composé de 3 Français, Foued Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefaï et Samia Mimour. Pendant une vingtaine de minutes, les 3 hommes auraient assassiné froidement les spectateurs, un par un, cherchant également à abattre les membres du groupe Eagles of Death Metal qui était en scène ce soir-là. La tuerie fera 90 morts et des dizaines de blessés graves avant que les forces de police n'interviennent. Une salle de spectacle sacralisée depuis ces événements, mais la presse hexagonale se sera bien gardée de préciser dès le début l'identité et la convergence de ses anciens propriétaires, qui utilisaient gracieusement cet établissement pour organiser des galas scandaleux au profit du régime ségrégationniste de Tel Aviv. L'information provient de sources qu'il sera difficile de qualifier d'antisémites ou de complotistes, comme les parasites de la pensée unique auront l'habitude de proférer. Les 2 organes de presse rapportent des propos tenus par les Juifs et frères Lalou, Pascal et Joël, et accordés à la seconde chaîne de télévision israélienne. Ces 2 hommes affirmaient avoir vendu le Bataclan le 11 septembre 2015 au groupe Lagardère, qui avait choisi de conserver ses gérants, Jules Fruteau et Olivier Poubelle, en raison de la récente émigration de l'un d'entre eux en Israël, Joël Lalou, soit 2 mois avant la prise d'otage du 13 novembre, qui causa la mort de plus de 89 spectateurs. Étrange similitude pour rappeler les choses. Tout d'abord, le juif Michel M. Salem, propriétaire de l'hypercachère, qui avait vendu son magasin la veille de l'acte terroriste, au cours duquel 4 personnes, enterrées par la suite en Israël, ont été retrouvées mortes. Et la seconde, plus connue mais dans le sens inverse, l'allocation 2 mois avant les attentats du 11 septembre 2001 du WTC, par le juif et homme d'affaires Larry Silverstein. Père des frères Lalou, El Kalaoui Tutsi, de son vrai nom Eli Twito, était un célèbre chanteur dans les années 60. Cet ex-associé d'Enrico Macias,
avait acquis la prestigieuse salle de spectacle du Bataclan en 1976. Dès les années 80, ses deux fils se sont répartis la gestion du lieu, Pascal pour le management et Joël pour la programmation. Si ce dernier est désormais installé en Israël, son frère Pascal est également investi dans le régime de Tel Aviv, notamment en raison d'obligations professionnelles mais non précisées. Bien que cette page soit mystérieusement devenue inaccessible, il suffisait de consulter le compte Facebook semi-public de Pascal Twitou, président du club ultrasionniste de football, l'UGM Maccabi, pour y découvrir son soutien politique envers le juif Gilles Taïeb, figure emblématique de la communauté juive, vice-président du CRIF, ancien militant du Bétar, aujourd'hui proche de la LDJ, fondateur de l'association du bien-être des soldats israéliens, et époux de l'élu parti socialiste, Karen Taïeb. En toute logique, Pascal Lalou affichait également sur le réseau social son goût pour l'armée israélienne. Nulle surprise dès lors à ce qu'un tel propriétaire du Bataclan ait organisé, avec l'association Migdal, des galas en faveur de cette armée d'occupation, comme le dénoncèrent, le 13 janvier 2008, des militants pro-palestiniens non violents. Ça fait 4 ans maintenant que sont organisés chaque année des galas pour récolter des fonds pour l'armée israélienne. Chaque mois de janvier, ça se reproduit depuis maintenant un certain nombre d'années. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une action non violente afin de protester contre la tenue du gala organisé en l'honneur de la police des frontières israéliennes. Le Migdal, organisation d'extrême droite pro-israélienne et initiatrice de cet événement, s'affiche ouvertement islamophobe. On est des jeunes de différents quartiers de région parisienne qui soutiennent la lutte du peuple palestinien. Il y a plein de gens dans les quartiers qui commencent à craquer par rapport à cette provocation qui est claire et qui est nette. Et n'hésite pas à faire appel aux nervis de la Ligue de défense juive pour assurer leur service d'ordre. Ce mouvement est interdit aux États-Unis et même en Israël. Il y jouit d'une totale impunité sur notre territoire. Récolter des fonds pour le Magav, qui est une section de l'armée israélienne, qui aujourd'hui commet des crimes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. Ces gens qui, sur les checkpoints, ils humilient les femmes, les vieillards palestiniens, c'est clairement quelque chose qui est honteux et c'est un outrage pour beaucoup de personnes qui sont révoltées par l'injustice qui se passe aujourd'hui en Palestine. Là, on est à partir sur une action spectaculaire sur le Bataclan parce qu'il y a le concert du Maghreb, la police des frontières israéliennes. On trouve ça inadmissible qu'ils soient là à Paris, à défiler, à récolter des fonds pour une armée criminelle, une armée qui a du sang sur les mains. On sait que le Bataclan accueille chaque année des galas pour récolter des fonds pour l'armée israélienne. Le Bataclan, apparemment, offre la salle gracieusement à la disposition de ses organisateurs. Ces organisateurs, c'est le Migdal. C'est un petit groupe pro-israélien raciste. Vous allez sur leur site internet, ils sont contre l'islam, ils sont contre les Arabes et ils n'arrêtent pas de nous insulter. On ramène le groupe devant le Bataclan pour pouvoir occuper les locaux et empêcher la manifestation, Inch'Allah. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas continuer d'accepter. On est clair, on est déterminé. Ça veut dire aujourd'hui, on ne veut pas que ce gars-là ait lieu. On va se donner les moyens, nous, de rencontrer les directeurs de façon à leur délivrer ce message directement. Il faut faire vite. Allez, avancez, on avance. Allez-y. C'est une action non violente. 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 La sécurité, justement, sur ces événements, elle est assurée par la Ligue de défense juive et par le Bétar. C'est des groupes, c'est des groupes qui assurent la sécurité du Bataclan lors de cet événement. C'est des groupes qui viennent dans les quartiers, dans les manifestations, qui tapent les femmes, qui tapent les enfants et qui ont commis plusieurs agressions racistes contre les Arabes et des musulmans.
quelque chose qu'on voulait faire passer. On vous demande de le faire passer à la direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se construire dans nos quartiers, partout, à Monte-la-Jolie, à La Courneuve, dans le 91, dans le 94, partout, il y a des frères qui aujourd'hui ne supportent plus ces provocations. Et par rapport à ça, il faut qu'ils sachent que cette année, c'est une année spéciale. C'est une année où le siège de la bande de Gaza il est en train de faire des dizaines, des centaines de victimes parmi les civils palestiniens. Et à partir de là, la rage et la révolte qu'il y a dans nos quartiers, c'est quelque chose qu'on aura du mal à contenir. Donc nous, on peut faire passer un message aujourd'hui qui reste gentil, mais qui est ferme. La police des frontières est accueillie au sein du Bataclan. Et c'est la police française avec l'argent de nos impôts qui vient protéger ces gens-là. C'est et qui vient protéger la Ligue de défense juive qui ont poignardé un commissaire en avril 2002. Bravo! Jamais été condamné. Bravo la police! Mais sachez que nous, avec tous les gens qu'il y a derrière nous, on ne sera pas capable de les tenir longtemps. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire à la direction du Bataclan. Sur ce, moi, je vais me retirer. Et sachez juste que c'est une affaire qui continue. On attend avec impatience la révélation exacte de la date où va avoir lieu ce gala de la honte. Et sachez que d'ici là, la pression elle va faire que monter. Ici en France, on accueille aujourd'hui une fois de plus un gala en l'honneur de la police des frontières israélienne. Que dirait le président Nicolas Sarkozy et que diraient les citoyens français si on avait organisé une soirée pour récolter des fonds pour une armée arabe? Bien évidemment, cette soirée n'aurait jamais eu lieu. C'est pas contre vous, mais c'est contre ceux qui organisent ces provocations. Il n'y a pas de souci. Merci, bonne soirée. Le combat continue. Vas-y. Or, une fois de plus, Israël agit en toute impunité et une association d'extrême droite fasciste, le Migdal, qui est ouvertement raciste et islamophobe par le biais de son site internet, je vous invite tous à aller le visiter, appelle et organise ce rassemblement avec la police des frontières qui fait l'objet de plusieurs plaintes de la part, y compris d'organisations israéliennes des droits de l'homme, qui mettent en lumière sa violence et les humiliations quotidiennes, ses exactions sur les Palestiniens. Ils sont bien plus féroces que l'armée israélienne. On est parti au Bataclan simplement en petite équipe pour faire passer un message très clair aux propriétaires du Bataclan qui accueille encore une fois cette année un gala pour soutenir l'armée israélienne, récolter des fonds pour le MAGAV, la police des frontières. On a voulu faire passer un message clair et ferme. La Ligue de défense juive, c'est un mouvement raciste qui est interdit aux États-Unis pour enregistrer chez le FBI comme terroriste et qui est interdit en Israël parce qu'il y a deux illustres personnes chez eux, dont l'un qui a tué Yitzhak Rabin, Yigal Amir, et l'autre Baruch Goldstein, appartenant au même mouvement, qui à Hébron a été rentré dans une mosquée et avait tué 29 Palestiniens en prière. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que cette provocation elle a lieu. Ça fait un certain nombre d'années maintenant que beaucoup de jeunes dans nos quartiers veulent réagir. Donc ce mouvement est interdit en Israël et aux États-Unis. En France, elle jouit apparemment d'une grande impunité. Ça fait beaucoup d'années maintenant qu'à chaque fois, c'est les associations qui font leur petite réaction. Mais il est clair maintenant, c'est un message qui s'adresse d'abord aux propriétaires du Bataclan. Cette complicité, bien évidemment, entre Israël et la France, elle a trouvé son apogée depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Et ça, on le voit à bien des exemples. Il faut savoir quand même qu'il avait nommé comme responsable médiateur pour les sans-papiers monsieur Arnaud Klarsfeld, qui est lui-même, qui a fait son service, Arnaud Klarsfeld, dans cette police de la honte, la police des MAGAV, qui fait accoucher des femmes sur les checkpoints et qui martyrise le peuple palestinien quotidiennement. Vous assumerez les responsabilités de vos actes. C'est un message qui s'adresse aux organisateurs, le Migdal, cette organisation pro-israélienne et raciste et islamophobe qui passe son temps à insulter les Palestiniens, les Arabes et les musulmans. Le Bataclan, c'est pas quelque chose de neutre. C'est aussi un lieu qui est tenu par des propriétaires qui soutiennent les criminels de guerre. Vous allez payer les conséquences de vos actes. Et c'est quelque chose de très grave que vous êtes en train de faire. Et c'est un message à tous ceux qui sont préoccupés par les conséquences que peuvent avoir ces provocations. Sachez que dans les quartiers aujourd'hui, ça bouge et ça chauffe. On est venu faire passer un petit message. La prochaine fois, on ne viendra pas pour parler.
ainsi que la vidéo de 2008 n'avait pas bénéficié de la même exposition médiatique qu'un autre document audiovisuel, capturé presque un an plus tard, et particulièrement relayé au lendemain des attentats, pour produire une nouvelle fois du Hasbara, arme propre à la propagande israélienne, afin d'illustrer la pseudo-dangerosité de certains militants pro-palestiniens curieusement masqués à l'encontre du Bataclan. Le 10 octobre, soit un mois auparavant, la salle accueillait d'ailleurs un événement digne du folklore politique d'outre-Atlantique, le concert des Amis chrétiens d'Israël. Sans oublier le groupe rock-punk qui entamait un morceau dédié amoureusement au diable lorsque débuta le massacre du vendredi 13, le groupe Eagles of Death Metal. En juillet, de passage à Tel Aviv pour un concert, le chanteur, Jesse Hughes, faisait ainsi savoir qu'il était un fervent supporter d'Israël. La coïncidence est que le zèle passé du Bataclan en faveur de l'armée israélienne était partagé par un lieu qui fit discrètement partie de l'affaire Charlie Hebdo. Il s'agit du local situé dans un quartier où vit la plus importante communauté juive de France, et devant lequel les terroristes avaient abandonné leur voiture avant de disparaître dans la nature. À côté de ça, le tandem Twitou n'avait jamais évoqué publiquement son lien familial avec une vedette des cercles juifs les plus extrémistes. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour où qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Responsable officiel de la salle du Bataclan, Joël Malou, ou plutôt Joël Twitou, tout comme son frère Pascal, est aussi le frère de David Twitou, célèbre rabbin israélien complètement fanatique, anti-musulman et anti-chrétien, qui incite les juifs à faire leur alia, autrement dit quitter au plus vite la France, pour venir renforcer Israël dans l'attente du Messie. David Twitou est une figure charismatique de l'extrême droite religieuse israélienne et francophone, soumise au grand rabbin séfarade d'Israël, Yitzhak Yosef, fils du rabbin raciste Ovadia Yosef, personnage encensé par l'ex-président et criminel de guerre, Shimon Peres. Installé comme son frère Joël dans la ville israélienne d'Ashdod, celle dans laquelle se terre le cybercriminel Grégory Shelley, alias Ulekan, David Twitou fut le premier rabbin à avoir appelé les Juifs de France, au lendemain de la sombre affaire de l'hypercacher, à venir habiter en Israël. Le rabbin qui attend l'arrivée imminente du Messie, censé faire triompher Israël contre le reste du monde, fait ainsi savoir cyniquement qu'il considère la France comme un pays musulman et que la guerre déclarée contre elle par Daesh n'est pas la leur, en parlant de sa propre communauté. L'enseignement prodigué avec l'éloquence d'un télévangéliste par cet homme parfaitement aligné sur l'extrême droite israélienne aujourd'hui au pouvoir y est parfaitement illustré. Mais surtout, je pense que le plus grand message d'aujourd'hui, c'est que l'islam a compris une chose. Ils parlent tous l'arabe et ils s'unissent. Nous avons tous une langue et on est encore divisés. Enfin, eux sont quand même divisés, hein. On le voit avec Daesh d'ailleurs. Daesh n'est rien d'autre qu'un pouce d'une main. L'histoire nous montrera. Le détail étrange, ce long entretien surréaliste consacré à l'avenir de la communauté juive après les attentats du 13 novembre,
qui donne la part belle au racisme anti-arabe des deux interlocuteurs, ne fait jamais mention du lien personnel et intime de David Touitou avec le Bataclan. Alors que ses deux frères en charge du Bataclan n'étaient pas dans l'Hexagone le soir du drame, dont Joël était chez lui, en Israël, tandis que Pascal était en Guadeloupe. Auparavant, le rabbin connecté au Bataclan avait annoncé sa venue en région parisienne pour des conférences organisées entre le 9 et le 11 novembre 2015, dans les jours qui précédèrent les attentats. Juste comme c'est une annonce qu'on m'a demandé de rappeler, et à raison d'ailleurs, je rappelle que le lundi 9 novembre, Bezrat Hashem, je serai à Paris pour faire un cours au 37 rue des Trois Bornes, dans le 11e arrondissement, si Dieu veut. Le mardi 10 novembre, Emirtse Hashem, je serai au 5 Paul Chatrouze, à Neuilly-sur-Seine, Bezrat Hashem, sur l'ingratitude de la nouvelle génération. On parlera de l'éducation et de la jeunesse. Et le mercredi 11 novembre, Emirtse Hashem, à la cité Montenay, dans le 12e arrondissement, continue à vivre malgré l'actualité, comment on doit réagir par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui selon le conseil des Chachamim. Ce sont 3 titres, 3 jours sur place, des rendez-vous auront lieu, mais ils ont déjà, c'est archi plein, donc au niveau des rendez-vous ce ne sera pas évident. Les mystères qui tournent autour du carnage au Bataclan et de ses propriétaires ne font que commencer.